Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, le Club Paname édition. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui, fidèles auditeurs et nouveaux auditeurs. Nous sommes avec une équipe de choc un peu remaniée aujourd'hui. Qui dit podcast 15 dit 15 comme l'âge de la petite copine de Drayas. Drayas, bonjour. Bonjour. 15 comme le nombre de femmes dans le harem d'Olivier. Olivier, bonjour. Tu es au-dessous de la vérité. Bonjour à tous. Et on accueille Steph. Steph, pour une première dans nos podcasts. Steph, est-ce que ça te fait plaisir d'être avec nous? Oui, ça me fait plaisir. Ça va changer un petit peu de basto. Merci à toi d'être avec nous. Alors, on va parler de Strasbourg PSG. On va parler du match contre Rennes. Et puis, on va un peu parler du match qui nous attend contre Caen. Mais d'abord, Strasbourg PSG, mes amis, 4-2 au stade de la Méno, la revanche en coupe. Alors, match revanche contre cette équipe de Strasbourg qui nous avait vaincus en championnat. Cette fois, ils ont fait moins les malins, comme on va dire. Messieurs, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match, Olivier? Oui, c'était un match de coupe, donc ce que j'ai aimé d'abord et avant, c'est la qualification. C'est essentiel pour un match à élimination directe. Et on sait que le PSG, dans son ADN, a cette capacité à être efficace dans ces matchs à élimination directe. Il reste en lice pour conserver son titre qu'il détient depuis de nombreuses années. Et puis par rapport à ceux qu'on pourrait dire les gros du championnat, même s'il n'y a pas de gros dans le championnat par nous, et quand on a vu les tristes prestations des deux Olympiques, il semble lui toujours concerné par tous les objectifs, et ça c'est très bien. J'ai aimé aussi la revanche, comme tu l'as dit, sur le match de championnat qui a été 10 jours auparavant. On sait les problèmes qu'on peut avoir dans le PSG pour les matchs à l'extérieur, les deux défaites et les deux saisons ont eu lieu loin du parc. Il était bien de démontrer à cette occasion qu'il n'y avait pas de fatalité et que ce faux pas n'était qu'un faux pas. Même si l'adversaire était diminué, nettement moins virulent que lors du premier opus, mais enfin chacun ses soucis. Et puis j'ai aimé aussi le constat que le banc n'était pas aussi loin des titulaires qu'on avait pu le penser lors des dernières sorties. Et ce alors qu'il manquait pourtant des éléments importants, Thiago Motta depuis de nombreux matchs, mais aussi les deux latéraux gauche, Thiago Silva, Rabiot, Neymar, ça faisait quand même beaucoup de manque. Et là, avec la rentrée des suppléants a été massive. Les individualités ont été bonnes. Ont-elles été bien gérées collectivement? Ça, je le dirai dans la rubrique suivante. Merci à toi, Olivier. Arias, qu'est-ce que toi, tu as aimé dans ce match? Déjà, à la différence d'Olivier, j'ai vraiment le sentiment que l'équipe prend les matchs les uns après les autres. Et j'ai pas vraiment eu cette impression de coupe. Et de la même manière, je trouve que ce match s'est inscrit dans une logique de match. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas retrouvé tout à coup dans une logique séparée. C'est une logique de coupe et une logique de championnat. Il y a eu une évolution. Mais pour moi, elle n'était pas forcément détachée des matchs précédents. Et je trouve que ce match est vraiment analysé dans la continuité de ce qu'on voyait avant. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le retour des variations de jeu quand on a la possession. Sur quelques matchs précédents, on voyait beaucoup de joueurs qui étaient statiques. Le porteur du ballon avait très peu de solutions. On commençait à devenir. Enfin, tu avais dit, toi, Jimmy, tu avais dit que tu trouvais qu'on commençait à jouer comme blanc. Pour moi, c'était pas d'un côté sénateur, mais il y avait un ennui qui réapparaissait. Et là, on a revu le porteur du ballon qui avait des possibilités de passe. Et comme par hasard, ça a ramené un retour partiel de l'efficacité, tout du moins dans le but adverse. Merci à toi, Darius. Quand je parlais de PSG sous blanc, tu sais, c'était vraiment quand on marque, on va dire un but ou deux, et que vers la 60-70e, on n'arrive pas à planter, qu'on s'en prend un et qu'on se met en danger. Sous blanc, c'était tout le temps ça. Je vois ce que tu veux dire, mais après, moi aussi, sous blanc, il y avait aussi un côté où, avant de marquer, on avait un côté très sénateur au niveau de passer la balle. Et on retrouvait quelque chose de cette idée-là. Alors, c'était pas exactement la même chose. Le mot qui correspondait, c'était pas sénateur, mais je rebondissais par rapport à ça. Et j'ai compris ce que tu voulais dire. Merci à toi, Drayas. Steph, c'est ta première apparition dans un podcast. Tout le monde t'attend, là. Je veux pas te mettre la pression, mais assez à toi de jouer. Ok, bon, j'ai un peu les mains moites. Bon, mais je vais faire de mon mieux.
Alors comme Olivier, j'ai bien aimé la qualif. Je pense que c'est important pour le Paris Saint-Germain de pas sous-estimer ce genre de match et pas de les considérer comme des matchs au rabais ou comme des matchs secondaires. On a un palmarès à étoffer et même ce genre de coupes qui sont pas forcément très intéressantes, elles sont importantes pour moi pour justement densifier le palmarès. Donc il faut pas les prendre à la légère. J'ai bien aimé le turnover. Je pense que c'était nécessaire et je pense qu'Emery a fait les bons choix à ce niveau-là, notamment d'avoir testé en tant qu'arrière gauche Daniel Alves. Je l'appelais de mes voeux depuis quelques temps, de voir l'un des deux latéraux droits passer à gauche parce que je suis pas satisfait de Kurzawa et de Berchiche et les circonstances faisaient qu'on était en mesure de tester cette configuration. Ça n'a pas été très très probant pendant le match, mais moi je voulais voir ce que ça donnait. Et puis le dernier point qui m'a intéressé, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés supplémentaires. On a quelques soucis, surtout défensivement. Rajouter des blessés à une période où, bon, même si c'est la trêve internationale, on a besoin quand même d'avoir un petit peu de banc, d'avoir des éléments vaillants sur le pont pour essayer de maintenir la cadence en championnat et donc de passer en coupe. C'était important pour moi. Voilà ce que j'ai apprécié pendant ce match. Merci à toi, Steph. C'est vrai que, comme je suis assez d'accord avec toi, comme tu dis, c'est pas un match important, mais pourtant c'est un match qu'on est obligé de gagner, parce que sinon on va nous tomber dessus. Oui. Et on peut dire que l'OM et Lyon, eux, se sont fait éliminer assez pitoyablement, et que nous ne l'avons pas fait, et du coup c'est une très bonne chose. On va passer à ce que vous n'avez pas aimé, monsieur. Drayas, il y a quelque chose que tu n'as pas aimé, toi, au cours de ce match? Il y en a quelques-unes, ouais, et notamment notre axe lors de la perte de balles, qui est toujours beaucoup trop friable. Dès qu'on est privé du duo Marco Rabiot, on est déficient dans ce secteur. Si on perd la balle en position haute, c'est presque à chaque fois une occasion pour l'équipe adverse. C'est assez hallucinant, quoi. C'est vraiment, c'est quasi systématique. Et en fait, dès qu'il nous manque un milieu qui est capable de défendre en zone, moi j'en vois deux dans l'effectif, c'est Rabiot et Mota. On se retrouve qu'avec des milieux qui défendent sur l'homme, en l'occurrence Marco et Lo Celso, et les trous ne sont jamais compensés. Ça ouvre des boulevards aux adversaires. Je parle même pas de Ravière et Drax qui, s'ils font des récupérations, le sens du placement défensif et eux, ça fait deux, quoi. Enfin, ouais, les adversaires passent parfois par les ailes, mais pour moi, ça s'explique vraiment par ces défaillances au milieu. Enfin, si on retrouve un petit peu d'efficacité dans la surface adverse, et ben dans notre surface, on en est très loin. Voilà pour ce que j'ai pas aimé. Merci à toi, Darius. Steph? Oui, je suis d'accord avec Drayas. Je pense que l'organisation défensive au global a été un peu défaillante sur certaines phases. On s'en est bien tiré, on a eu la maîtrise du match, mais on se met en danger parce qu'à un moment donné, il y a un peu de déconcentration, des problèmes de placement, il y a parfois un peu de nonchalance pour certains. Le repli défensif est clairement perfectible, notamment les trois de devant, qui c'est le premier rideau. Si le premier rideau est défaillant, le deuxième a un peu plus de difficultés, et si le deuxième a un peu plus de difficultés, le troisième, donc les quatre défenseurs, ont aussi un peu plus de difficultés. On peut aussi dire qu'il y a eu quelques défaillances individuelles, mais je pense qu'au global, c'est quand même l'organisation défensive qui un petit peu, par moment, a pas été à la hauteur. On peut le comprendre pendant ce genre de match, mais si ce genre de match c'est une répétition pour les grandes échéances, et on l'a vu sur les derniers matchs, on encaisse beaucoup de buts. C'est dommage face à une équipe assez faible d'avoir encaissé 2 buts et d'avoir laissé quelques occasions aller au bout. Faut qu'on règle le problème. Merci à toi, Steph. Olivier, à toi de conclure cette rubrique. Oui, moi je suivrai tout à fait Stéphane, son analyse. Je trouve que par rapport à l'adversaire, la prestation est jeu assez brouillon, décousu. Et malgré une possession très élevée, on a encore une efficacité qui est déficiente dans les deux surfaces. Les 2 premiers buts sont donnés par les Strasbourgeois sur des erreurs individuelles. On encaisse 2 buts qui semblent parfaitement évitables. La pérennité défensive devient préoccupante et surtout s'aggrave avec le temps. On en est à 9 buts pris sur les 6 derniers matchs. Et puis j'ai trouvé que l'organisation était difficile à comprendre. Certes, il y avait beaucoup de turnover, mais alors qu'Emery parlait d'évoluer plus résolument lors de ses interventions post-match des dernières rencontres, vers un 4-2-3 en l'absence de Mota, en confiant résolument le rôle de Pastor en 10, cette fois on est retombé dans un 4-3-3 déséquilibré, avec des joueurs qui étaient surtout placés dans des positions qui m'ont semblé très éloignées. Lo Celso en 6, Pastor à droite, Di Maria à gauche, Draxler là, dans une position totalement floue entre relayeur excentré et axial.
qui a d'ailleurs fait qu'il a eu des difficultés à se situer, à avoir une vraie influence sur le jeu. Pourquoi pas une organisation logique avec un double pivot Marco Lo Celso et une ligne de milieu dans leur position préférentielle, c'est-à-dire Di Maria à droite, Pastore en 10, Draxler à gauche. Enfin, j'ai trouvé là aussi, comme Stéphane, une concentration aléatoire et qu'on voit depuis plusieurs matchs avec l'incapacité à 2-0 ou à 4-1 d'empêcher l'adversaire de marquer le but qui peut leur lancer alors qu'il a manifestement la tête sous l'eau. Merci à toi, Olivier. J'ai envie de rebondir par rapport à un truc que dit Olivier. C'est sur le positionnement de Pastore. J'ai du mal à comprendre où est-ce que tu le vois, ailier droit sur ce match. On l'a il était légèrement désaxé à droite, mais très légèrement, il était bien plus en 10 et ça explique aussi partiellement les difficultés de positionnement de Draxler qui très souvent se retrouvait dans la zone de Pastore. Et ces deux-là n'ont pas forcément réussi à combiner ensemble sur ce match-là. Draxler a été particulièrement perdu, j'ai trouvé. Et justement, notre aile droite n'était pas habitée, quoi. N'était pas habitée sur ce match. Oui, c'est bien la remarque que je faisais. C'est-à-dire qu'il me semble, quand tu vois où sont à l'aise ces trois joueurs, ça me semble tout à fait logique de mettre Di Maria à droite, de mettre Draxler à gauche, c'est là où il fait ses meilleurs matchs, et de mettre Pastore dans l'axe. Pourquoi décaler même légèrement Pastore à droite alors que tu sais qu'il va se recentrer, qu'il va donc marcher sur les pieds de l'autre, qui va chercher à se recentrer aussi. C'est le positionnement respectif des trois joueurs qui m'a surpris plus que les prestations individuelles. On est d'accord là-dessus. Merci mes amis. On passe à la rubrique des tops du match. Messieurs, vous avez le droit à 3 tops maximum, si vous le voulez. Petit tour de table, Steph, tes 3 tops éventuels sur ce match Strasbourg-PSG. Je vais en dire un seul, c'est Di Maria. Je suis pas un grand fan du joueur depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Je ne l'aimais pas trop avant. J'avoue que sa première saison était très bonne, même si pas totalement accomplie. Sa deuxième a été moins intéressante, même si c'était mieux sur la fin. Depuis le début, il est dans la rotation, il est pas tout le temps titulaire et il offre pas des performances d'un niveau acceptable par rapport à son statut. Moi, j'ai trouvé face à Strasbourg, alors certes, il était perfectible, mais j'ai bien aimé son envie, sa détermination. Il s'est pas caché, il a tenté, il a raté, mais on a vu un Di Maria qui était autrement plus intéressant que ces dernières semaines. Sans être convaincant, j'ai envie de le nommer dans les tops pour l'encourager parce que c'est le Di Maria que je veux voir, un Di Maria qui justement se sent concerné. C'est vraiment ça qui est important. Il y a le mercato qui va arriver. Est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va rester, on ne sait pas. Mais s'il reste, je le veux le voir concerné. C'était pas toujours le cas par moment. Bon, on peut comprendre ses difficultés. Bon, bah là, face à Strasbourg, je trouve qu'il a fait un bon match dans sa globalité. Merci à toi, Steph. Tu veux pas mettre Verratti dans les tops? Je vais le laisser aux autres, je pense que... Non, je le laisse aux autres. Je voulais juste souligner Di Maria, je pense que c'était un bon top. D'accord. Par contre, c'est ton premier podcast, mais ne pas mettre Verratti dans les tops. Daria, s'il le sait, il n'a plus que 4 doigts à la main gauche. Ah, pardon. Donc, il faut faire attention. Olivier, le présentateur, il lui manque un sexe, donc ça va. Je ne me risquerai pas à ne pas citer Verratti, vu les sanctions prises. Donc une fois encore Verratti, parce que je trouve que depuis quelques matchs, il revient vraiment à son... Il a tout fait dans un milieu qui était peu performant par ailleurs. Être le seul élément qui a vraiment la culture du milieu de terrain entouré de 2 joueurs que l'on remplace alors qu'ils ont, eux, une culture offensive, c'est pas facile. Donc il a été bon défensivement, avec pressing, récupération, couverture, notamment des errements de placement des autres, mais aussi offensivement, j'ai trouvé quelques très belles percées, et de belles passes comme celle pour Meunier pour le 3e but. Pour moi, c'est du grand Marco qui revient à son meilleur niveau. Meunier, je voudrais citer Meunier parce que j'ai eu plaisir à le revoir alors que malgré de mauvaises prestations, Alves continuait pour moi inexplicablement à être titularisé par Emery à droite. Il a été peu sollicité défensivement sur ce match, mais par contre il a été efficace offensivement, surtout en deuxième mi-temps, avec quand même 2 passes décisives pour les buts d'Alves et de Draxler. Et puis je voudrais mentionner Pastore, parce que même s'il a alterné le bon et le moyen, il a montré qu'il revenait petit à petit à son meilleur niveau lui aussi. Et c'est pour ça que je regrette tout particulièrement son positionnement, mettons, axe droit, alors qu'il aurait sûrement été plus efficace en 10, position qu'il a toutefois retrouvée souvent en prenant l'initiative de se réaxer
Et là, il a plus pesé sur l'animation offensive. Merci à toi, Olivier. Draya, c'était 3 tops éventuels. Bon bah, il y en a beaucoup qui ont été pris. Je vais reprendre Verratti hein, par souci parce que c'est déjà dur avec 4 doigts. J'ai pas envie de me retrouver avec 3 et je vais dire simplement que c'était l'homme du match. Effectivement, tout ce qu'a dit Olivier, je rejoins ce qu'a dit Olivier et je le trouve de plus en plus efficace devant. Je vais nommer en top. J'allais pareil nommer Meunier en réaction, mais bon, du coup, je vais parler de Kylian. Tout simplement que de fraîcheur dans son entrée. J'allais dire la même chose sur Pastore et il m'en reste plus qu'un qui est Alves du coup. Et Alves, il n'était pas extraordinaire, hein, mais il n'était pas sur son côté. Et il a fait des erreurs et même s'il n'est pas extraordinaire et qu'il fait des erreurs, il est 1000 fois mieux que les 2 autres titulaires au poste. Acharnement. Oui, sans aucun doute. Merci à toi, Darius. Messieurs, on passe à la rubrique des flops, les purges du match. Vous avez le droit, encore une fois, de me citer 3 joueurs. Vous pouvez même, vous 3, citer 3 fois le même joueur, sauf Marco Verratti, bien entendu, à vos risques et périls. Olivier, tu commences cette rubrique. C'est Draxler qui m'a déçu. Alors, Olivier, on n'a pas entendu là. Alors, c'est Draxler que je citerai en premier, qui ne me déçoit pas simplement sur ce match, mais depuis quelques matchs. Bon, là aussi, son positionnement ne l'a pas aidé à trouver sa place et il s'est beaucoup marché sur les pieds avec les autres. Et les autres ont eu du mal à le trouver. Ceci dit, à son actif, on peut mettre une belle frappe bien placée pour le 4e but et son décalage pour Di Maria pour la première réalisation. Mais je trouve qu'il est globalement insuffisant en ce moment et en danger. Il faut qu'il se méfie parce que Pastore revient de mieux en mieux et postule désormais une place de titulaire dans le 11. À moins que le retour programmé de Thiago Motta ne rejette l'un et l'autre sur le banc de touche. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on surveille dans des prochains matchs. Cavani aussi m'a déçu. Il traverse une mauvaise passe. 4 matchs consécutifs sans marquer, alors qu'on le voyait lancer sur le record de Zlatan. Lui, c'est assez décevant. Il est difficile à trouver, mais il est aussi pas très bien servi. Et quand il est servi, il est maladroit. Et il a été remplacé par Mbappé. Et on a vu sa frustration tellement... il a manifesté son mécontentement de cette sortie un peu prématurée pour lui. Et puis Trapp, malheureusement, je le trouvais plus efficace qu'Areola par sa propension à pouvoir effectuer des arrêts décisifs quand l'autre a du mal à le faire. Mais cette fois, il est plus que douteux sur le 2e but strasbourgeois. Décidément qu'ils sont aussi moyens l'un que l'autre, les gardiens du PSG. Merci à toi, Olivier. Les gardiens, c'est un peu comme les latérales gauche. On a 2 numéros 2 et aucun numéro 1. Drayas, à toi de jouer. Cavani pareil, Trapp pareil, mais bon je vais en citer 2 du coup. Je vais citer Kim que j'ai trouvé très bon hein, dans la majorité de ses actions, mais il y a au moins un des buts où il doit faire carrément mieux. Et donc quand un défenseur doit faire carrément mieux, même s'il a été bon par ailleurs, il appartient en flop. Et je vais citer Lo Celso qui sur ce match n'a pas été très bon. Hein, je le reproche très souvent, moi son jeu collectif sans ballon. Sur ce match, il a été médiocre avec la balle. Et voilà. Merci à toi, Drayas. Steph. Bon, tous les flops ont été cités, donc il me reste... j'ai cité les commentateurs de France 3. C'était difficile, c'était compliqué à suivre. C'est habituel avec eux, avec toujours cette faculté à prendre parti pour le petit ou le soi-disant petit et toujours des comparaisons un peu douteuses quand, par exemple, Strasbourg en national ou en CFA, je ne sais plus. À ce moment-là, ils parlent du fait que le PSG était repris par le Qatar. Je vois pas tellement le rapport entre les 2 situations et pourquoi faire cette comparaison. Je la trouvais un petit peu outrancière. C'est habituel. J'ai plus eu du mal avec Fabien Lévesque qu'avec Jérôme Alonso. Je le trouve extrêmement populiste et j'apprécie pas trop ses commentaires. Je pense qu'ils auraient pu me gâcher le match. À un moment donné, j'ai réussi à faire abstraction, mais ça devient très difficile de suivre un match sur le service public quand il y a le Paris Saint-Germain. À coup de phrases populistes, ça me dérange un peu, voilà. Merci à toi, Steph. Oui, mais là, c'est carrément de votre faute parce que je comprends pas que vous écoutiez encore les matchs en français. C'est dégueulasse. Je vous conseille de faire comme moi et de les écouter en grec ancien. Alors, on va passer au match Rennes-PSG. Exactement.
le match Rennes-PSG. Alors, match Rennes-PSG qui aurait pu avoir exactement le même score. On a encaissé un but, on en a marqué 4. Et en fin de partie, Cavani Normand a raté un penalty. Donc j'attends vos commentaires, messieurs. Darius, qu'est-ce que toi tu as aimé dans ce match Rennes-PSG d'hier? Un début de match tonitruant avec une doublette qui a été fabuleuse. Quand Rennes, qui était venu pour défendre, le faisait pas très bien. Notre équipe était vraiment belle à voir jouer. Les permutations, les prises de vitesse, les Rennais étaient complètement dépassés. Et il y a deux joueurs qui ont commencé le match pied au plancher, qui sont Neymar et Mbappé, qui ont fait, qui étaient fabuleux à voir. J'ai aussi beaucoup aimé le retour de Cavani. Qu'est-ce que ça m'a soulagé quand il a planté son but. Et en plus, qu'est-ce qu'il est beau son but. Cet extérieur du pied qui a un lob qui passe juste sur la transversale. J'avais mal pour lui qui galère à ce point à marquer. Ça faisait 4 matchs, c'est clairement pas dans ses habitudes. Et le retour de Cavani a été vraiment plaisant. J'ai aimé aussi la marche qu'on a, en dépit de notre faiblesse mentale. On a une vraie faiblesse mentale, elle a encore été illustrée sur ce match, mais en dépit de cette faiblesse mentale, on a une vraie marge. Et enfin, j'ai aimé le retour de Mota. Je reviendrai dessus peut-être un peu après, mais qui laisse entrevoir des espoirs. C'est beau, ce que tu viens de dire. Et Olivier, qu'as-tu éventuellement aimé, toi? Pour moi, ce match, il se résume à une forme. On n'entend pas Olivier. Ah, pas entendu, Olivier. Oui, pour moi, ce match, il se résume à la formule éculée, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Pour le verre à moitié plein, donc ce que j'ai aimé, c'est une première mi-temps d'une très grande qualité. Je ne crois pas avoir vu ça depuis très longtemps. Certes, elle a été facilitée par une prestation rennaise d'une incroyable médiocrité, mauvais positionnement, absence d'agressivité, voire une passivité qui était inacceptable. Il n'empêche que ces 45 premières minutes sont pour moi les meilleures de la saison, tant en termes d'équilibre collectif que de prestations individuelles. J'ai aimé la magnifique entente de nos trois de devant, cette MCN, j'aime pas ce terme, mais c'est comme ça, et qui a été reconstituée après 2 matchs où on ne les avait pas, et où la qualité des échanges, la technique en mouvement, la visible joie de jouer ensemble, qui a souvent été un peu pointée du doigt par la presse populiste, au final c'est 4 buts pour nos 3 attaquants et des actions toutes plus belles les unes que les autres. Et puis j'ai aimé une belle victoire avec 4 buts à l'extérieur, ce qui nous permet de garder notre avance sur ce qu'on peut même pas appeler des poursuivants, tant l'écart semble abyssal entre nous et les autres. L'équipe, même à l'approche de la trêve, même déjà champion d'automne, ne lâche rien, et ça c'est très bien. Merci Olivier. Steph, qu'est-ce que tu as aimé toi dans ce match? Alors d'abord, j'ai bien aimé le tifo rennais avec Dark Vador. Je trouvais ça plutôt joli avec aussi la musique de Star Wars. Bon, c'était pour une anecdote, mais j'ai bien aimé. Comme Drias et Olivier, moi j'ai bien aimé cette première mi-temps. Il y avait de la variété dans le jeu, des frappes de loin, des combinaisons. On a essayé aussi un peu d'étirer le jeu tout en jouant dans la profondeur. On a eu un pressing très intéressant où on les laissait pas respirer. Alors c'est vrai qu'ils étaient un peu passifs, il manquait d'agressivité, ils étaient perdus même par moments, ils s'engueulaient. Mais voilà, c'est aussi nous qui avons provoqué cet état de fait. Et puis il y a un point aussi, je pense qui est intéressant, c'est que ce soir il y a le match entre les deux Olympiques. Nécessairement, il y en a un qui va perdre des points, peut-être même les deux. Et nous, on a fait ce qu'il fallait au bon moment pour accentuer notre avance en gagnant à l'extérieur, comme l'a dit Olivier. Et je pense que c'est intéressant de continuer à maintenir la cadence au cas où justement on ait quelques défaillances en 2018 et malheureusement on lâche des points, et ben là on prend les points qu'il faut, on accentue cette avance, on se crée ce matelas qui sera peut-être suffisant pour pouvoir par moment gérer. Voilà. Merci à toi. J'ai besoin de rebondir. Vas-y, Darius. Parce que là je suis en train de bouillir. Quand Olivier dit que c'est limite la mi-temps la plus belle qu'il a vue depuis le début de la saison, non. Oui, c'était très beau au niveau des animations offensives. Il y a eu plein de choses qui étaient positives. Il y a eu, mais même dès le début du match, il y a 2 contres qu'on se prend qui avec un peu plus de qualité de la part des Rennais auraient dû être assassins. Il y a trop de déséquilibre pour que moi je puisse me dire j'ai vu une mi-temps qui est la plus belle depuis le début de la saison. Je me souviens d'un match contre 3 où là on avait une vraie maîtrise, où on avait ces déséquilibres, mais ces déséquilibres étaient équilibrés. C'est-à-dire que le fait qu'on se déséquilibre vers l'avant n'impliquait pas autant de trous derrière, et là les trous derrière étaient tout le temps là, et
Bon, pour moi, on peut pas dire que c'était la meilleure mi-temps depuis le début de la saison, quoi. Vraiment pas. Pour chercher un point de convergence avec mon petit camarade, j'ai dit qu'elle était belle, j'ai pas dit qu'elle... Et moi, ce que j'ai aimé, c'est l'esthétique de ces échanges. Non, mais d'accord. J'ai trouvé des funambules absolument miraculeux dans l'alliance de leur qualité technique et de leur vitesse d'exécution. Pour moi, c'est qui aime l'esthétique dans le football, j'ai trouvé ça qui atteignait un point que je n'avais encore jamais vu au début de cette saison. Là, on se rejoint, mais je confirme, tu avais dit la plus belle mi-temps depuis le début de la saison. Mais on se rejoint sur ce que tu as dit. Effectivement, les mouvements offensifs étaient de très, très, très grande et surtout très belle qualité. On a vraiment vu des choses très, très belles. Merci à vous, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai qu'après quelques matchs un peu moyens, on retrouve un peu le PSG, comme j'aime l'appeler, le PSG balai. Merci messieurs pour la rubrique j'ai aimé. On va passer à celle de je n'ai pas aimé. Et Olivier, c'est à toi de commencer celle-là. Donc, pour bien confirmer à Drayas que tout n'était parti du verre à moitié vide, et ce qui m'a agacé, parce que c'est pas nouveau, c'est notre incapacité actuelle à tuer le match. Alors qu'on dominait outrageusement des Rennais inexistants en première mi-temps, on n'a pas été fichu par manque de réussite, mais aussi par maladresse, de convertir les très nombreuses occasions de but qu'on s'est procurées. Cette mi-temps, elle aurait dû se terminer à 4-5-0. Le résultat, alors que Rennes rentrait après la pause avec une toute autre volonté, on n'a pas réussi à empêcher une nouvelle réduction du score qui les a remis en selle. Et les débats s'équilibrant auraient pu plus mal tourner si l'expulsion pas scandaleuse d'André n'avait pas... Et puis, même chose en fin de match, quand on 4-1. Olivier, on t'entend pas là. La même chose en fin de match pour ce manque de concentration et le fait de ne pas être capable de garder un résultat. On se met en danger à nouveau alors qu'on menait 4-1, tout était tranquille, parce qu'on concède un pénalty qui semblait tout à fait évitable, d'autant qu'il s'accompagne d'une expulsion de Kimpembe qui ternit totalement sa prestation et va nous poser problème au match suivant. Merci Olivier et Steph. Oui, alors moi c'est donc la première mi-temps, autant je l'ai beaucoup apprécié, autant la seconde mi-temps j'ai pas trop aimé l'entame donc des 45 secondes minutes. En fait, j'ai trouvé qu'on était vraiment apathique par moment. Je pense que l'équipe était un petit peu perdu sa concentration pendant la mi-temps et en plus Rennes, je pense que la Mouchi a réussi à un petit peu à les pousser, à les piquer dans leur orgueil. Ils étaient plus combatifs, plus organisés. Ils donnaient aussi un petit peu plus dans l'impact et dans le contact. Et nous, on a été bousculés. Parfois, on est un peu sans réponse. Donc, j'étais un petit peu agacé de cette entame de seconde mi-temps. Ensuite, il y a l'arbitrage qui m'a un petit peu déçu. Alors, autant en première mi-temps, bon, pas grand-chose à dire, peut-être quelques petites erreurs, mais rien de spécial. Autant en seconde mi-temps, et là je rejoins Olivier, l'expulsion d'André est un petit peu sévère, je trouve. Pareillement, je pense que l'expulsion de Kimpembe aussi, bon, elle découle du fait que les Rennais ont appuyé là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'ils ont bien vu qu'il était dans le collimateur et Kimpembe a continué à pas essayer spécialement de changer son jeu, et je pense que les Rennais l'ont vite compris et ont provoqué son expulsion, et je pense que Kim est un tout petit peu responsable. Il doit davantage se maîtriser et comprendre que dans certaines situations, ses adversaires vont profiter justement de sa combativité, de son agressivité, qui nous servent pendant tous les matchs, mais quand tu as déjà un carton, il faut un petit peu baisser le pied par moment. Et surtout Marquinhos faisait un bon match. Et puis il y a quelque chose qui m'a aussi agacé, c'est les gestes d'humeur de Berchiche. Lui aussi, à un moment donné, en première mi-temps, il s'est bousculé plusieurs fois. À un moment donné, il se plaint, il va voir un de ses adversaires et il essaye justement pas de le provoquer, mais d'essayer de régler ses comptes. Je l'ai vu à un moment donné se faire bousculer, se relever et aller bousculer le joueur qui venait justement de le toucher. Je me dis non, mais tu peux te prendre un carton assez bête là-dessus. Je pense que lui aussi doit se maîtriser davantage. On est parfois dans le collimateur. En ce moment, il y a un petit cabale où le PSG bénéficie de beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Il faudra peut-être pas donner le bâton pour se faire battre. Merci à toi, Steph.
Dryas, que n'as-tu particulièrement pas aimé, toi, dans ce match? Bah, particulièrement pas, c'est notre faiblesse mentale. Mais alors déjà, pour moi, le retour rennais ne date pas du début de la deuxième mi-temps, hein. Dès la 35e minute, il commence à pousser. Et en fait, j'y vois, j'essaye de trouver la logique de cette faiblesse mentale. Et pour moi, elle s'explique vraiment par la problématique du milieu que je soulevais avant, quoi. Gio Marco, c'est juste, c'est beau quand on a le ballon, il y a rien à dire là-dessus, mais défensivement, c'est pas compatible. C'est deux mecs qui vont faire du pressing sur l'homme. Alors Marco a un peu plus d'expérience, donc il bouge quelques trous, mais c'est pas Marco n'est pas Rabiot, n'est pas Mota, et on a ces trous au milieu qui même avant que les Rennais soient là, on a eu quelques contre-attaques qui les ont un peu remis sur selle, et ensuite de ça, on les a remis sur selle. Et, euh, voilà. Mais ouais, j'aime pas cette faiblesse mentale, mais j'essaye de l'expliquer. Alors c'est sans doute une explication qui est trop simpliste, mais j'essaye de l'expliquer par ces absences au milieu qui pour moi sont vraiment problématiques et face à des équipes plus sérieuses seront fatales, quoi. Enfin, j'ai pas aimé les commentaires hallucinants. Lamouchi, après le match, a dit justifier son agacement sur le carton rouge d'André. Il aurait pu le justifier tout simplement en disant qu'il n'y avait pas carton rouge, parce que c'est pas qu'il est pas un peu sévère, c'est que le carton rouge il est complètement fantasmé de la part de l'arbitre. Mais justifier son agacement par le fait qu'un autre de ses joueurs aurait dû se prendre jaune avant. Alors moi j'ai même pas vu le truc, mais qu'un autre de ses joueurs aurait dû se prendre jaune avant, et comme l'arbitre avait pas bien arbitré, André s'était retrouvé avec un rouge. Mais ce qu'on a eu dans les commentateurs de la part de Bravo et Joss, ça a été une espèce de cabale contre Kim qui était mais complètement hallucinante. On entendait Joss pousser mais littéralement des cris d'Offray sur oh tata avec une voix aiguë qui était mais c'était complètement odieux. Bravo qui en rajoutait des couches, alors que Bravo sur la fameuse faute que Kim avait fait où ils avaient déjà débattu pendant 1 heure si Kim devait se prendre un rouge alors que c'était absolument pas une faute qui méritait un jaune, c'était juste une faute. Bravo qui avait été un peu plus raisonnable à ce moment-là et recommençait à surenchère. Oui, mais il aurait déjà dû se prendre un rouge avant, et là le Rennais se prend un rouge qui n'est pas un rouge, alors qu'il suffisait juste de dire qu'il n'y avait pas rouge. Mais non, les mecs sont allés 1000 fois trop loin et c'était odieux. Et sinon, j'aimais pas la disette de Cavani pendant la première période, et j'étais là, mais oh merde, il recommence à vendanger, et j'en pouvais plus, et j'en pouvais plus, et j'en pouvais plus. Mais Oui, surtout que Daniel Bravo qui dit que Cavani a perdu ses instincts de buteur et Cavani qui ah oui, marque. ouais, non, mais ça c'était sublime, ça c'était le talent, ça c'était le talent. Et le mec a joué au foot, et le mec a joué au foot à Paris, hein. Mais bon. Mais encore une fois, Darius, je te dis, je comprends pas pourquoi tu n'écoutes pas les matchs en latin, surtout toi qui es un homme de lait. Ben ouais, je sais, mais en même temps, si tu veux, c'est un peu dur, et pour le latin, tu trouves, hein, tu sais, en cherchant un petit peu, tu vas sur le dark web et tu arrives à trouver des streams de qualité en latin. Mais bon, il y a le confort de la télé, tu sais, avec le truc Full HD, machin truc, et je suis un porcasse, quoi, tu vois, j'aime bien regarder le truc confortable. Triste jeunesse, triste jeunesse. Messieurs, merci pour la rubrique des je n'ai pas aimé, et on passe à la rubrique des tops du match. Comme pour le match Strasbourg-PSG, vous avez le droit à 3 tops chacun maximum, et vous pouvez citer allègrement le joueur qui vous plaît. Steph, tu commences, quel est ton ou tes tops du match? Mon premier top, c'est Mbappé. J'ai bien aimé son match, même si on l'a un petit peu moins vu en seconde mi-temps. Globalement, il a tout ce que j'aime, la vitesse, la technique, le culot. Il balaye à peu près tout le registre de l'attaquant moderne. Voilà, j'adore. J'étais un fervent partisan de sa venue au Paris Saint-Germain. Je regrette pas qu'on l'ait acheté. Le deuxième top, c'est Neymar. Voilà, il a montré pourquoi on l'a acheté, pourquoi on voulait en faire la figure du proue du Paris Saint-Germain. Je trouve qu'il a fait ce qu'il fallait, qu'il s'est amusé, qu'il a donné, qu'il a tout donné, qu'il a été collectif aussi. C'est important, surtout en première mi-temps. Il a été décisif. Moi, j'ai que des bravos à lui attribuer. Et puis le troisième, moi c'est Lo Celso. J'ai bien aimé son match. Je trouve qu'il a fait c'est vrai que c'est un meneur de jeu à la base, et là il jouait 6 par moment. Ben, il s'est bien débrouillé, il a fait des erreurs, mais je trouve que pour une première, c'était très intéressant. Et puis surtout, je pense qu'il faut tester des joueurs dans cette position par moment pendant la saison, même si c'est pas totalement leur poste, mais je pense que la polyvalence des joueurs
C'est un axe de travail très important chez Emery, mais dans le football moderne. On a fait un essai. Il y avait une solution battue à la seconde mi-temps si ça marchait. Donc c'était Mota. Moi, je pense qu'Emery a fait le bon choix de le mettre là. Voilà. Merci à toi, Steph. Drayas? Alors, enfin, il y en a, ils ont tous été cités, mais je vais juste dire une petite phrase. Le plus séduisant fut Kylian, mais Neymar fut stratosphérique. Oui, Lo Celso, pareil, récupération et quel délice avec le ballon. Je vais mettre Cavani en top. Ah là là, Cavani il est de retour et quel but! Faut se rendre compte du but qu'il met quand même. Un extérieur, de l'extérieur qui mène à un lob et le lob qui passe juste sous la transversale, un but de pur buteur. Enfin c'est un délice son but. Et ce Cavani qui n'arrivait pas, qui galérait, et qui enfin plante un but, c'était jouissif. Je vais mettre Verratti aussi parce que je tiens parce que comme j'ai plus de doigts, je tiens à mon dernier doigt. Qui Verratti, il est de plus en plus efficace devant. On parlait tout à l'heure du festival des choix offensifs. Que de fois Verratti était dans les 30 mètres en train de distribuer avantageusement. Et enfin, je vais parler de Mota, une entrée qui a fait du bien. C'est difficile de juger parce qu'il est rentré quelques minutes, je crois, après le carton rouge. Mais il a apporté une stabilité au milieu qui n'était pas là dès le début en fait. Et on a retrouvé aussi dans Mota la qualité des passes de Mota, la qualité du jeu long de Mota, et il fait du bien quand il est bon lui. Merci, Drayas. J'en ai les larmes aux yeux. Olivier? À la fin de la première mi-temps, je me disais que j'aurais du mal dans les temps, comme je l'ai dit, les prestations collectives, individuelles étaient belles. Malheureusement, la deuxième période est arrivée et on sait que ça a été. Alors, comment ne pas citer et reciter Superman Neymar, je crois qu'il a démontré toute sa classe dans ce qui est peut-être pour moi sa prestation la plus aboutie depuis qu'il est à Paris. Il a une activité énorme qui lui permet d'être qui a touché plus de ballons, plus que Verratti, c'est dire. Et puis, il a su les utiliser parfaitement, percussion, élimination, décalage, passe, dont 2 passes décisives. Il a été le leader et l'animateur offensif idéal, sans oublier son efficacité de buteur concrétisée par ses 2 buts. Qu'est-ce qu'on peut dire autre chose que génie devant ce jeu? Alors, Speedy Mbappé, encore une fois épatant, et qui a été le complément parfait de son partenaire brésilien, avec qui il a combiné avec envie et réussite. Encore un but et une passe décisive, et surtout cette explosivité exceptionnelle qui le rend quasi inarrêtable. Et puis Napoléon Verratti, sur la lancée de ses matchs précédents, alors qu'il était entouré au milieu de joueurs tenir la baraque, il compense leur manquement défensif et de placement, sans oublier de participer à la construction offensive, comme ce service magnifique pour Mbappé sur l'action du premier but. Pour moi, définitivement, Marco is back. Mais oui, merci à toi, Olivier. Les autres, attention. Rubrique flop, maintenant, vous avez le droit pareil, 3 flops chacun maximum. Drayas? Déjà, j'avais oublié un commentaire sur Marco. L'Europe va devoir le reprendre au sérieux maintenant. Donc pour les flops, Areola, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir prononcer son nom? L'espoir de le voir enfin progresser, tu sais, il y a un moment on s'est dit oui c'est bon, etc., etc., etc. Ça devient une peau de chagrin qui est de mauvaise qualité tout simplement. Lo Celso, pas de sa faute, mais associé à Marco, notre milieu devient une passoire. Il y est pour rien le pauvre, il y est pour rien, mais il n'est pas fait pour jouer 6. Je suis pas du tout d'accord avec quand Stéphane dit il faut tester enfin je suis tout à fait d'accord pour mettre en avant la polyvalence, pour faire des tests, mais il y a des problématiques de qualité quand tu as deux joueurs dont la principale qualité, dont le rôle principal est d'organiser le milieu. Tu es obligé d'en avoir un qui sait défendre en zone. Même Marco Verratti doit être accompagné d'un mec qui sait défendre en zone, parce que le mec qui va savoir défendre en zone va tout simplement se placer là où il y a des trous. Et ni Lo Celso ni Marco le fait un petit peu plus, mais Lo Celso associé à Marco, défensivement c'est pas possible. Et enfin, je vais mettre Berchiche en flop. C'est très injuste parce que oui, il a eu des comportements, des énervements un peu anormaux, mais il nous a gratifié d'une belle vision. Il nous a montré qu'il avait une belle vision, mais il a une technique qui est tellement faible que là, il était dans un grand match, il a été quelques utiles sur quelques centres, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible.
Techniquement, il est 1000 fois trop faible. Merci à toi, Darius. Olivier, tes 3 flops? Oui, je suis obligé de citer Berchiche, qui a fait quelques bonnes choses, notamment en première, totalement limité techniquement. À l'image de cette socket, comme Lolo et moi, golf, quand il foire complètement une frappe en bonne position. Défensivement, il s'en sort, parce qu'il y a quand même une faible opposition, mais offensivement, il est triste. Il rate beaucoup de centres. On a même l'impression que ses partenaires, à l'image de Neymar, plus avoir envie de jouer avec lui. Il lui a quasiment jamais passé la balle en deuxième mi-temps, alors que le pauvre Berchiche, on ne va pas lui retirer. Il a fait de très nombreux appels en profondeur, mais qui ont surtout servi à Neymar pour leurrer la défense et en profiter pour s'échapper. Et Kimpembe, alors, pas tant sportivement, car à mon avis, il rend une copie correcte, notamment en éteignant, comme il a l'habitude de le faire, son vis-à-vis, et aussi parce qu'il est capable de très bonnes relances, mais surtout dans la maîtrise, avec un premier carton déjà inutile. Et alors, il aurait dû gérer cette situation. Il plonge dans le panneau avec une intervention qui vaut penalty et deuxième jaune, synonyme de rouge. Le problème, c'est que ce défaut est récurrent chez lui et que s'il progresse sur beaucoup de plans, sur le plan de la maîtrise de soi, il ne progresse pas. Merci à toi, Olivier. Steph, tu me termines ça. Oui, juste avant, pour revenir sur le Celso, ok, il y a des manques, il y a des problèmes, mais je pense aussi qu'il faut voir qu'on a un effectif limité dans ce secteur de jeu. Et qu'à un moment donné, je pense qu'Emery, il a choisi un joueur, Lo Celso, qu'il est en train de transformer. Alors oui, c'est pas parfait, oui, tu as raison, sur la couverture, il y a des soucis. Après, je pense que c'est peut-être comme Kroos quand il arrive au Real de Madrid. Au départ, il jouait meneur de jeu. Il a descendu sur le terrain et un peu plus bas. Au début, c'était un peu catastrophique. Puis au fur et à mesure, il est allé au contact. Il a progressé défensivement. C'est le cas aussi de Pastor. Je pense que Lo Celso, tout comme Draxler, sont en train peut-être d'apprendre un nouveau poste. Qu'il y a des moments, c'est pas parfait, il y a des loupés. Il y a des choses que tu peux apprendre, mais le fait de savoir défendre en zone, je suis pas sûr que ce soit le cas. Et si tu veux, le fait de n'avoir aucun joueur qui sait défendre en zone, t'auras beau former ton joueur, si tu vas te taper un Real ou je ne sais pas quelle équipe, ton milieu va être une passoire. Mais c'est pas pour jouer contre le Real c'est qu'il le pas, met et c'est là. pas, et c'est un, pardon, j'ai pas entendu. C'est pas pour jouer face au Real, c'est Non, bien justement, sûr. à mon avis, pour faire du Bien turnover contre sûr, des équipes un mais peu plus faibles. faut bien repérer que c'est pas de la faute de Lo Celso, mais il n'est pas fait. Si tu veux, il peut tout. Par exemple, Lo Celso, pour moi, pourrait tout à fait être associé à Rabiot. C'est à la place de Marco. Mais ou sinon, tu pourrais avoir une solution où tu aurais Marco, Lo Celso, et si tu as Mota qui revient au niveau, à ce moment-là, tu as une solution. Pourquoi? Parce que tu as un joueur qui est capable de défendre en zone dans les trois. Mais tu as au moins besoin d'avoir un joueur qui est capable de défendre en zone dans les trois. Alors pourquoi pas effectivement tenter contre Rennes, quoique contre Rennes, remarque qu'on s'est quand même fait flipper. Mais à terme, c'est pas satisfaisant, quoi. Ça, c'est Et ça. surtout on a vu lors des matchs précédents que tu peux pas laisser ou Verratti seul Ah, associé à deux joueurs qui ont une formation. Et on voit bien que c'est là où ça pêche. Si il y a Rabiot et Verratti ensemble, tu peux mettre Draxler, Pastor ou Lo Celso. Mais mettre un des deux autres sans que les deux qui savent à peu près défendre soient là, c'est là où ça devient dangereux. Et tu as aussi Mota Verratti comme association possible qui permettrait de libérer la place pour un des trois autres. Pour moi, je le vois pas de cette manière-là, dans le sens que, oui, je comprends votre point de vue. Moi, je pense plus à la transformation d'un joueur pour augmenter sa polyvalence. Peut-être que c'était peut-être pas dans la bonne position dans cette position qu'il fallait le mettre. Mais je pense plutôt que Emery veut transformer le joueur et veut en faire un milieu de terrain très polyvalent, qu'il ait des aptitudes dans la conduite du jeu, en tant que meneur de jeu, mais aussi capable de récupérer. Peut-être qu'il s'est trompé dans son positionnement, peut-être qu'il a voulu faire un essai, c'était peut-être pas probant, c'est même sûrement pas probant, mais aujourd'hui je pense que comme Pastor, il veut le transformer, comme Draxler, il veut le transformer. Moi je le vois comme ça, une tentative de transformation d'un joueur, un essai, voilà. D'accord, mais alors j'entends, mais c'est un essai qu'il a fait bien avant, et là je pense que c'est pas un essai, c'est juste la blessure de Rabiot et l'indisponibilité de Mota qui explique cela. C'est ces deux choses combinées, mais cet essai de 6, il l'a déjà fait rentrer avant, pendant des 15 minutes de match, etc. Et c'est une chose,
encore une fois, que de faire progresser un joueur défensivement, de l'aider à être plus concentré au niveau de la récupération. Mais moi, j'ai toujours trouvé Lo Celso était très agressif dans sa défense et d'une manière positive. Et faut peut-être l'apprendre à un peu mieux se positionner. Mais par contre, la défense de zone, la conscience des trous sur le terrain par rapport au positionnement des autres, ça, il l'a pas. Et je pense pas qu'il l'acquérera un jour, quoi. Allez, Steph. Oui. Tu comprends? Excuse-moi. Bon, je vais pas être si original que ça. Bon, Berchiche, il a déjà été sisté, j'en rajouterai pas. Je trouvais que Draxler s'était pas mal éteint en seconde mi-temps. Bon, c'est le flop de la seconde mi-temps. Et puis Kimpembe, je trouve que par moment il se maîtrise pas. J'aimerais qu'il progresse un petit peu dans ce domaine. Bon, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Je pense que c'est juste quelque chose qu'il doit assimiler. Il est là encore pour progresser. On voit que c'est un jeune joueur et il y a toujours des axes de progression. Bah, ça en fait partie. Voilà. Merci à toi, Steph, et merci à vous, Dreias et Olivier. On passe à la rubrique gros plan. Le gros plan de tous les contrastes aujourd'hui, 25 matchs pour le PSG, 84 buts, 24 pour Cavani, 17 pour Neymar, 11 pour Mbappé. La MCN, comme Olivier adore les appeler, est redoutable, on l'a vu hier, mais, et il y a un mais, sur ces 25 matchs, nous nous sommes pris 20 buts, soit presque un but par match. Et on voit que cela se dégrade de plus en plus, puisqu'on s'est pris 10 buts sur les 7 derniers matchs, avec un seul clean sheet contre 3. Messieurs, la question que j'ai envie de vous poser pour ce podcast, c'est est-ce que il y a une inquiétude à avoir de ce côté-là? Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Oui, pour poursuivre un petit peu je crois qu'on peut distinguer trois périodes. Les 14 premiers matchs qui ont été dominés par le milieu des saisons dernières, avec Thiago Motta, Rabiot, soit un milieu à 3 avec une sentinelle. Les résultats, c'est 2 matchs nuls, 9 buts encaissés, 8 clean sheets. Mais c'est surtout une dégradation progressive de l'équilibre vers ce qu'on a pu appeler le 7+3, couronné avec le match nul dans tous les sens du terme à Marseille. Après, il y a les 6 matchs suivants et qui correspondent à la période de Motta et son absence. Et là, dans ces 5 matchs sur 6, on a aligné une nouvelle triplette qui était Marco, Rabiot, Draxler. Et très performant, avec un retour à l'équilibre. Un milieu que j'appelle en triple pivot, avec une couverture mutuelle des trois, qui a été à la fois séduisant et efficace. Les résultats d'ailleurs ont suivi, 6 fois, 3 buts pris seulement et 3 clean sheets. Et enfin, les 6 derniers matchs, où là, la triplette précédente n'est plus alignée qu'une fois face au Bayern. C'est une période de large turnover, volontaire, ou causée par les indisponibilités, avec 4 fois sur 6, comme je l'ai dit tout à l'heure, un seul milieu de métier, Marco ou Rabiot, associé à 2 offensifs reconvertis qui sont Lo Celso, Pastore ou Draxler. Et là, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Il y a 2 défaites, les 2 seules de la saison. Il y a 9 buts encaissés en 6 matchs et un seul clean sheet. Donc c'est là où l'évolution est inquiétante, même si une partie est circonstancielle, liée aux disponibilités et indisponibilités. Et elle montre pour moi surtout les limites de l'effectif qui sont sorties de ce mercato. Au milieu où je trouve que Motta n'a pas l'influence très positive qu'il avait jusque-là, peut-être lié à son âge. Et puis surtout, on voit l'absence de solution de remplacement vrai d'éléments du trio nés de la période après. Sans ce trio, l'équilibre est moins bon et surtout la défense. Et puis si on parle du secteur défensif maintenant, on ne peut pas passer sous silence les maillons faibles que sont les 2 gardiens et les 2 latéraux, ainsi que le risque potentiel que fait peser en cas d'indisponibilité le fait que nous n'avons que 3 défenseurs centraux. Je précise juste à cause d'une coupure. C'est pour ça que je suis inquiet. Je précise juste à cause d'une coupure, quand tu disais 2 latéraux, tu voulais dire des 2 latéraux gauche. Oui, latéraux gauche, ouais, latéraux gauche, bien sûr. Ça avait coupé. Merci à toi, Olivier. Steph, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Oui, alors, est-ce qu'il y a raison d'être inquiet? Alors, Olivier a bien défini un peu le panorama global. Moi, je pense qu'à court terme, il n'y a pas de raison d'être inquiet parce qu'on joue les coupes et la Ligue 1. Et donc, ce sont des matchs un petit peu plus abordables où on peut justement remettre la pression sur la défense et sur le fait qu'ils doivent d'abord jouer ensemble. D'ailleurs, c'est pas que la défense, je pense que c'est toute l'équipe qui doit être concernée. On sait que le repli, par moment, les efforts ne sont pas toujours faits par le premier rideau que j'appelais tout à l'heure. Le second rideau est parfois un petit peu laissé tout seul pour
faire les tâches défensives. Donc c'est un petit peu reconcerner l'effectif, faut lui dire on défend tous ensemble, on attaque tous ensemble, c'est important. Donc à court terme, je pense qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet. Par contre, c'est vrai que si on commence, si on refait pas, si on resserre pas la vis, quand on va arriver en C1, on va exploser. Surtout qu'on a un adversaire assez costaud. Je pense que le turnover qui est en train de mettre Emery en place, ça permet aussi de faire gérer le physique et les organismes des joueurs. Ça va permettre aussi un petit peu de faire souffler certains qui jouaient beaucoup. C'est pas trop le cas pour Alves, mais ce serait bien que ça arrive un petit peu plus dans les semaines qui viennent pour justement reconstituer le physique. Je pense qu'aujourd'hui on a quelques méformes qui sont cycliques, dues à l'enchaînement des matchs, du moment qu'il y a un petit peu de turnover sur certains postes. Et puis l'autre point, et je suis un peu d'accord avec Olivier, mais j'aimerais apporter un petit bémol. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un limite dans l'effectif, on n'a qu'un seul 6 de métier qui était blessé, qui revient. Mais je pense que pour la Ligue 1, on n'a pas forcément besoin de mettre Mota à chaque match. On peut jouer avec ce milieu à 3. C'est un milieu à 3, Draxler, Rabiot, Verratti ou Pastore à la place de Draxler ou une autre combinaison, qui va nous permettre justement de... Il faut considérer sa construction, son évolution sur 1 ou 2 ans, je pense, et pas s'arrêter à quelques matchs qui ont été ratés ou quelques matchs qui ont été réussis pour les condamner définitivement. C'est des joueurs qui doivent apprendre encore à jouer ensemble, qui doivent apprendre aussi à avoir une cohésion avec tout le reste de l'effectif et aussi avec eux-mêmes. Et puis surtout, c'est des joueurs qui doivent changer certaines facettes de leur jeu. Draias le disait plusieurs fois, l'a dit plusieurs fois. Draxler, il va jamais au contact, ou très rarement, il est plus dans l'évitement. Je suis d'accord avec ça. Il faut qu'il travaille sur le fait qu'à ce poste-là, il doit aller davantage au contact, d'aller davantage au combat. Je pense que c'est une transformation qui doit se faire sur 1 ou 2 ans, comme Kroos, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'a fait. Je vois pas pourquoi Draxler ne le ferait pas. Merci à toi, Steph. Darius? J'étais un peu en train de bouillir. J'ai beaucoup goûté un adversaire un peu dangereux qu'est le Real, mais faut que je ressente. Pour moi, déjà, pour répondre à la question, je suis pas particulièrement inquiet, même si je suis pas encore capable de tout expliquer. Alors, par rapport à ce que disait Olivier, j'ai une petite, enfin, je suis moins inquiet dans le sens où pour moi, il y a tous les postes en fait au milieu sont doublés à partir du moment où Mota revient. On a Mota Rabiot qui est le défenseur en zone plutôt que le 6 parce que parler de 6 ça a plus vraiment de sens parce que quand on joue bien, les trois du milieu peuvent par moment être 6 mais le défenseur en zone. On a Marco Lo Celso qui est le milieu qui défend fort sur l'homme, mais qui est capable de se projeter et d'aller devant. Alors pour Rabiot capable de se projeter, pour Mota capable de faire des passes, et on a Draxler ou Pastore. En fait, à l'arrivée, on se retrouve avec les trois qui sont doublés. Et je pense que et là-dessus, t'es un peu plus d'accord que moi d'ailleurs pour le passage de Mota sur le banc. Les blessures ont un peu contraint les choix d'Emery, mais que si Emery a le choix et s'il a ce plan en tête, il a plus ou moins les deux milieux. Après, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Steph. Le milieu Marco, Draxler, Verratti. Non, Marco, Draxler, Rabiot, c'est pas un milieu qui devait progresser. Moi, quand il était à son niveau, alors oui, ils doivent progresser, mais quand ils jouaient bien ensemble, j'étais en train de me demander si on n'avait pas un des meilleurs milieux d'Europe, et j'étais en train de me dire, putain, pour être raisonnable, non, on n'est pas aussi bon que Casimiro, Modric et Kroos. Mais ils étaient justement parfaitement complémentaires dans leur qualité. Ils étaient bien plus satisfaisants que le milieu qu'on avait en début de saison, qui était Mota, Marco et Rabiot. Et pour redire un peu ce que disait Olivier, pour moi, les trois parties de la saison, que tu as parfaitement défini, mais pour moi, ça a été au début, on était trop équilibré. Ensuite de ça, on a trouvé un déséquilibre, mais un équilibre dans ce déséquilibre avec ce milieu à 3 qui avait par certains égards et sur certains matchs des côtés magiques. Et une fois qu'on s'est retrouvé soit sans Marco, soit sans Rabiot, on a continué avec notre déséquilibre, sauf qu'on n'avait plus du tout d'équilibre et ça marchait pas quoi. Et effectivement, on n'a pas arrêté de se prendre des buts et il faut vraiment constater que oui, on a pris un peu de buts en début de saison, mais on n'arrête pas d'en prendre depuis qu'effectivement on n'a pas Marco et Rabiot qui sont ensemble sur le terrain. Merci à toi, Darius. Messieurs, deuxième question pour vous. Sachant qu'on a des carences défensives aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la MCN, comme adore l'appeler Olivier, est-ce que vous pensez qu'elle peut compenser ces carences défensives? Steph, qu'est-ce que tu en penses?
Non, elle peut pas le faire à chaque match. Ça dépend en fait de la compétition. Si on est en Ligue 1, oui, elle peut compenser, marquer un but de plus que l'adversaire. Je pense que c'est du domaine du possible. On a vu face à Strasbourg, ça a été un peu plus compliqué, un problème de réalisme. Mais c'est sur le reste des matchs qu'il y a à jouer, oui, elle peut compenser en Ligue 1. En C1, non, c'est plus compliqué. Il y a des défenses qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus dures. Malgré tout leur talent, il faut justement que la défense fasse aussi son travail, parce que on l'oublie, mais la défense c'est la première rampe de lancement de l'attaque. Donc si déjà elle est transpercée de partout, elle a déjà du mal à récupérer le ballon et à relancer. Non, ça va pas le faire. Donc non, il faut que justement les deux parties de l'équipe, l'attaque et la défense, soient au même niveau pour qu'on puisse justement avancer et on puisse atteindre nos objectifs en C1. Merci à toi, Steph. Darius. Bah, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Steph, et je rajoute. Merci, Darius. Olivier. Ah non, j'ai pas fini. Arrête, il va pleurer. Ah bah ouais, attends, après moi j'ai fait un caca nerveux. Et je rajouterais juste l'impact mental dès qu'on se prend un but. Dès qu'on se prend un but, c'est panique dans la maison bleue et rouge. Oui. Et il y a une grande désorganisation. Donc il y a comme le dit très justement Stéphane, il y a un gros travail pour retrouver l'équilibre qu'on avait, notamment quand on avait ce milieu à 3, Marco, Rabiot, Draxler, et si possible avec d'autres hommes pour permettre de tourner. Mais il y a aussi un travail mental à faire chez nous, une immense faille qui s'est réveillée l'année dernière, et sur lesquelles aucun match récent nous a proprement rassurés. Et MCN ou pas, tant qu'on aura cette faille, ça sera compliqué, quoi. Merci à toi, Darius. Olivier. Bah pour moi, non seulement la MCN ne pourra pas éternellement. On t'entend Merci, plus, Olivier. On t'entendait Parce plus. que. Pardon? On t'entendait plus. Je n'ai pas entendu. Oui, alors, vous m'entendez là? Oui. Oui. Non seulement la MCN ne pourra pas. Ça passe pas? Vas-y, retente une troisième fois, la troisième fois sera la bonne. Donc, non seulement la MCN ne pourra pas compenser. Non, il va pas y arriver. C'est Envoie-nous un TMS. les podcasts. Tu vas pas pouvoir le dire, je crois, Olivier. Olivier, vas-y, essaye en une seule phrase très très courte. Ben, je suis jamais très court, donc ça va être très difficile. Ouais, mais je crois que t'as droit à 5 mots. À 5 mots. Merde alors. Ça a été Non, entendu. mais je crois que non seulement elle va pas pouvoir compenser pour les raisons, mais surtout, je pense qu'elle aggrave. Elle aggrave les carences défensives par son manque par le manque d'appétence qu'ont en particulier Neymar et Mbappé pour participer à l'équilibre défensif. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est à Emery de le régler. Il doit demander à ses de participer à ça. Mais la clé du problème, pour moi, et on l'a dit, c'est au milieu que ça se passe. Et je suis très interrogatif sur ce qui va se passer avec le retour de Mota. Moi, j'ai été très déçu par Mota en première partie de saison, par le trio classique. Et qu'est-ce que Mota va pouvoir apporter? Est-ce qu'on ne va pas sacrifier, pour moi, le meilleur trio, qui est celui intermédiaire, Verratti, Marco, Draxler ou Pastor, à la rentrée de Mota? Voilà, c'est ça les vraies interrogations. T'as pas aimé la rentrée de Mota contre Rennes? Comme tu l'as dit, là, Mota est rentré alors que le match était... Ouais, c'est très difficile de le juger. Là, on va pouvoir le juger puisque Marco est suspendu et qu'il va jouer. Donc j'ai hâte de le voir. Mais là, il va jouer sans Marco et sans Rabiot. Et il va jouer avec deux éléments offensifs à ses côtés. Je ne sais pas comment il va faire physiquement pour combler les trous que Marco arrive encore à combler un peu. Je suis d'accord avec tes questions. Maintenant, moi, sur le match Rennes contre Rennes, il y a un truc qui m'a rassuré, c'est qu'on a trouvé, à partir du moment où Mota est rentré, un petit peu d'assise au milieu, quoi. On s'était plus autant la panique à bord. Mais c'est vrai que c'est dur à juger. C'est vrai que c'est dur à juger. La suivre. Mais je pense aussi que, juste un point, moi je pense qu'à la différence du début de saison où Mota jouait beaucoup, parce que justement il n'y avait peut-être pas forcément les solutions immédiatement disponibles dans l'esprit d'Emery, aujourd'hui il y a d'autres solutions et on va pouvoir peut-être gérer l'organisme de Mota. C'est important qu'il soit vraiment très en forme à son âge. Comme Alves. Pardon ? Comme Alves.
Oui, comme Alves, mais Mota, par exemple, voilà, les deux joueurs, il faut gérer leurs organismes à leur âge. Et justement, Mota, peut-être que c'est lui qui sera là lors des gros matchs et qui, justement, lui permettra d'être toujours au top physiquement. C'est peut-être un joueur qui a moins besoin d'enchaîner aussi les matchs pour être en forme. Les entraînements peuvent lui suffire pour justement maintenir un niveau de forme acceptable pour jouer les gros matchs et peut-être pas finir les matchs aussi. Il y a aussi de la gestion dans la durée du match en lui-même, 60-70 minutes, 80 minutes plutôt que de faire l'intégralité du match. Je pense que là, la solution Rabiot qui est apparue en cours de saison, elle va aider Mota justement à être beaucoup plus utile pour le Paris Saint-Germain et on sera beaucoup plus efficace comme ça dans le turnover, à mon avis. Merci à toi, Steph. On passe tout de suite au match qui arrive le 20 décembre, le dernier match de la phase aller, la mi-saison, champion d'automne, PSG Caen. Jour d'anniversaire de Kylian Mbappé qui fêtera ses 19 ans. Alors, messieurs, est-ce que pour vous, ce sera le feu d'artifice avant les fêtes de Noël, avant le nouvel an, Andreas ? Il est temps de plier une demi-saison où l'envie de vacances se sent légèrement, et si Kylian peut faire péter quelques bougies sur ce match, je prends. Olivier ? C'est toujours un peu piège, hein, ce dernier match avec les Sud-Américains qui ont souvent la tête déjà dans la... Et d'autant qu'on ne va pas l'attaquer avec toutes nos forces, puisque Alves et Marc sont suspendus. Il faut ajouter les indisponibilités sur blessure de Rabiot et peut-être encore de Kurzawa, quoi. Pas très bien ce qu'il va faire de mieux que ce qu'il fait depuis le début de saison. Et bon, moi ce qui m'intéresse dans ce match est surtout la clé du reste de la saison. Ça va être... On t'a pas entendu, Olivier. Si, moi j'ai entendu. Ah. Donc pour moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce match, c'est... On ne saura pas. Merci à vous, Steph. Moi je pense qu'on aura un très beau match. C'est le dernier match de la saison au parc de l'année, au Parc des Princes. Je pense que les joueurs auront à cœur de laisser une belle image avant les vacances, de se faire plaisir. Maintenant, on va devoir se faire plaisir tout en étant sérieux. Et si on peut fêter l'anniversaire de Kylian avec des buts, c'est sympa. Et même si possible, égaler le record d'Ibrahimovic pour Cavani. Moi, j'aimerais bien que cette étape qui, à mon avis, lui pèse psychologiquement, allez, on s'en débarrasse. Il égalise face à Caen le record et on passe à autre chose et lui, ça le bloque un petit peu moins peut-être dans ses gestes. Voilà. Ah, c'est une réflexion intéressante. J'avais pas pensé qu'il pouvait être peut-être c'était pour ça. Bon, mes amis, vous savez, je perds pas mal au PMU en ce moment, donc j'attends vos pronostics pour pouvoir parier et me refaire. Donc ne me trahissez pas, un pronostic pour le match PSG Caen, Olivier ? 4-0. Olivier, Steph ? 4-1 à Réola. Rayas ? Ah, merde, on m'a piqué mon prono. Je voulais dire 4-1, bon bah je vais dire 4-2 du coup. 4-1 alors. 5-1. Ouais, pas mal, 6-1. Non, on n'en marque pas plus de 4 en ce moment, je pense. On va terminer par votre rubrique préférée, la première pour Steph. Donc Steph, je t'explique comment ça match, la rubrique européenne. Je vous donne une affiche et vous me répondez en un mot ou une phrase sur cette affiche. Alors je sors ma mallette. Est-ce que vous êtes prêts, mes amis ? Je suis prêt. Oui. Prêt. YOLO. Olivier, Saint-Etienne qui s'incline 0-4 contre Monaco. C'est très triste. Moi, j'adore Saint-Etienne. C'est très triste. Rayas. Une crise que j'ai pas vu venir. Steph. Vraiment, Andreas, pour moi, c'était prévisible. Il surperformait depuis des années. Merci à vous, messieurs. Manchester City qui démonte Tottenham 4-1 et qui prend largement la tête de la Première Ligue. Steph. Normal, logique. Tottenham est un peu moins bon cette année. Rayas. Guardiolux Power. Olivier. Probablement l'équipe de l'année. On va attendre un petit peu. Vérone, la ville de mes ancêtres, qui bat le Milan 3-0, Rayas. Rien à branler de tes ancêtres. Je quitte ce podcast. Olivier. Milan, c'est très loin de ce qu'on attendait. Steph. Oui, pareil qu'Olivier. Très surpris par les résultats du Milan. La crise n'en finit pas. Et pour finir, Marek Hamšić qui rejoint Maradona en top buteur de Naples. Dreyas. Sarri. 115 buts, hein, je précise. Olivier.
La seule coupe de cheveux qui peut concurrencer celle de Kurzawa. Et Steph? J'ai toujours eu un problème avec ses dents, la musique. C'est très bien. Maintenant, il faut voir le nombre de buts par rapport au nombre de matchs joués. Je pense que Maradona restera toujours le numéro 1. Un mot, Steph. En un mot, Ah bah, bien sûr, mais Pardon, excusez-moi. bien sûr, mais Hamsik c'est un milieu de terrain. Et puis moi, je trouve que c'était un très bon joueur que j'aurais voulu voir au PSG il y a quelques années. Donc messieurs, je vous remercie pour ce podcast numéro 15 qui s'achève. Je vous invite, si Basto vous a manqué, ce que je doute, mais on ne sait jamais, vous pouvez voir son analyse du match contre Rennes sur notre blog, le club paname tout attaché.blogspot.fr si vous êtes en France, .it si vous êtes en Italie chez mes ancêtres. Merci messieurs. Merci. Dryas, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi. Olivier. Merci Jimmy. À bientôt. Et Steph, merci pour ta première. J'espère que ça ne t'a pas trop fait mal. Non, ça va. Et puis j'espère qu'il y aura un match nul ce soir. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Ciao tout le monde. Salut.